Bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés ce matin pour ce webinaire dédié à nos fonds à impact. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benoît Humeau, responsable ESG Securities, Emmanuel C., qui est responsable de la gestion Action, et Yann Verrier, gérant taux et crédit Investment Grade chez Swiss Life Asset Managers. Au programme ce matin, nous commencerons par un point sur le marché des fonds à impact en mettant en avant leurs bénéfices, les opportunités qu'ils dégagent avec un rapide point sur le côté réglementaire. Puis, nous vous présenterons notre expertise obligataire en la matière avec notre fonds SLF Green Bonds Impact. Et pour finir, côté action, cette fois-ci, nous vous présenterons notre fonds SLF Equity Environment et Biodiversity Impact. Alors, je précise que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Il y a un onglet Q&R que vous devez retrouver normalement en bas à droite de votre fenêtre. Et il y aura une session questions-réponses à la fin. Alors Benoît, je te remercie d'être à nos côtés et je te laisse la parole pour commencer ce webinaire. Oui, merci Alexandra et bonjour à tous. Alors, comme tu l'introduisais, on va, avant de rentrer dans le détail de nos deux fonds, donner quelques éléments de contexte autour de l'impact. Alors, c'est l'approche ESG la plus récente dans la grande famille des approches ESG. Il y a historiquement deux grandes catégories d'approches ESG. La première, c'est celle qui consiste à prendre en compte les critères ESG quand on construit un portefeuille, donc par exemple à travers des politiques d'exclusion ou à travers un filtrage sur la note ESG. La deuxième grande catégorie, c'est la catégorie qui consiste à améliorer ou encourager l'amélioration de la qualité ESG des actifs qu'on a dans le portefeuille à travers, par exemple, le dialogue ou le vote aux assemblées générales. Et puis l'approche impact, donc c'est la dernière, la plus récente apparue sur le marché et qui, elle, se pose la question de l'impact de l'investissement dans le monde réel. Alors c'est une approche qui est pas encore complètement standardisée, pas encore complètement normée, mais néanmoins il y a trois grands principes qui se dégagent et auxquels se réfèrent tous les acteurs de la place quand ils parlent d'investissement à impact. Alors le premier grand principe, c'est le principe d'intentionnalité. Un investissement à impact, c'est un investissement qui va mettre au même niveau l'objectif de générer un bénéfice environnemental ou social et la recherche de rendement financier. Le deuxième pilier important pour l'investissement impact, c'est le pilier d'additionnalité. C'est le fait de se dire qu'un investissement impact doit générer un impact qui n'aurait pas eu lieu si l'investissement n'avait pas été fait. Et enfin, le troisième pilier important, c'est le pilier de la mesurabilité. Une fois qu'on dit qu'on veut générer un bénéfice environnemental ou social, on doit définir des indicateurs clés qui vont nous permettre de mesurer au fil du temps, au fil de la durée de l'investissement, si on génère bien cet impact et on comprend son évolution dans le temps. Alors, à quoi sert l'investissement impact? Quand on dit bénéfice environnemental ou social, ça peut être très large. Alors, il y a l'AFG, donc l'Association française de la gestion, qui a fait, je crois que c'était l'année dernière, un sondage auprès des sociétés de gestion qui gèrent et qui distribuent des fonds impact, qui leur a demandé quelles étaient les thématiques visées par leurs fonds impact. Et le sondage était fait autour des objectifs de développement durable que vous connaissez sans doute. C'est 17 objectifs environnementaux ou sociaux qui ont été définis par les Nations Unies en 2015 à destination des acteurs publics ou privés pour s'engager, être mobilisés collectivement vers l'atteinte de grands objectifs communs à l'échelle mondiale. Et donc, quand on demande aux sociétés de gestion quelles sont les thématiques principales visées par leur fonds impact, ce qui ressort, c'est que c'est principalement les objectifs environnementaux qui sont visés autour des thématiques des énergies propres, des infrastructures économes en énergie, des mobilités douces, de la lutte contre le changement climatique. Mais comme vous voyez sur la diapo, on a aussi, de manière assez fréquente, des thématiques sociales qui sont adressées à travers les fonds impact, notamment autour de la santé et de la réduction des inégalités. Alors, ça, c'est les grands principes, les grands principes généraux de l'investissement impact. Donc, comme vous le comprenez certainement, c'est des principes qui sont réplicables à différentes classes d'actifs.
Mais la classe d'actifs la plus naturelle ou qui s'est emparée le plus rapidement de la notion d'investissement impact, c'est les classes d'actifs réels. Donc, on parle ici du private equity, de l'immobilier, de l'infrastructure, pour laquelle il y a un lien peut-être plus direct entre l'investissement et l'utilisation des fonds. Mais néanmoins, ce qu'on constate dans les études qui sont réalisées, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de fonds en actifs cotés qui ont une ambition d'impact, puisque les fonds en actions cotées ou en crédit représentent aujourd'hui de 10 à 20 du marché des fonds à impact. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds à impact sur les actions cotées ou le crédit? Yann et Emmanuel y reviendront, mais globalement, l'idée, c'est de sélectionner des entreprises ou des actifs pour lesquels on est convaincu qu'ils ils ont mis au cœur de leur stratégie la génération d'impact et que une fois que l'investissement est réalisé, c'est des acteurs qui vont générer de l'impact positif. Alors, alors peut-être un dernier mot sur cette diapo avant de passer à la suivante, Alexandra. Il y a des études régulières qui sont réalisées sur le marché de la finance à impact. Alors, comme c'est une notion qui est relativement récente, d'une étude à l'autre, les chiffres sont un peu différents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est sans doute l'investissement impact est encore un marché relativement de niche. Probablement que les fonds impact représentent autour de 5% du marché global. Donc, on est encore sur quelque chose qui est relativement avancé, relativement pionnier. Et on pense que ça a du sens, on est même convaincu que ça a du sens pour des épargnants qui sont intéressés par l'impact et qui cherchent à donner particulièrement du sens à leur épargne. C'est ce qu'on voit dans les sondages qui sont réalisés auprès des clients retail qui souhaitent investir de manière responsable. Pour cette catégorie-là des clients, la principale le principal type de véhicule qu'ils vont rechercher, c'est des investissements, c'est des fonds à impact ou des fonds thématiques. Donc, avec nos fonds qu'on va vous présenter, on est pleinement dans la thématique de clients qui cherchent à donner particulièrement du sens à leur épargne. Alors, il y a l'enjeu de démontrer l'impact qui est important. Évidemment, les clients sont exigeants et cherchent à comprendre, à voir la réalité de la promesse qu'on leur fait à travers la notion d'impact. Alors, on a essayé, avant de donner la parole à Yann, de faire un point rapidement, de montrer les liens entre la notion d'impact et la réglementation. C'est une notion encore récente et donc la réglementation européenne ou française ne s'est pas encore vraiment saisie de la notion d'investissement à impact. Néanmoins, on peut faire des passerelles assez faciles entre les réglementations que vous connaissez, SFDR, MIFID ou IDD, et les fonds à impact. SFDR, donc c'est une réglementation européenne qui demande aux sociétés de gestion de classer en 3 catégories leurs fonds selon le niveau d'ambition ESG. Et les fonds à impact, la majorité, plus des 2 tiers des fonds à impact sont classés article 9, puisqu'il y a une vraie correspondance, une vraie cohérence à classer un fonds à impact qui a une vraie ambition en termes environnemental et social, au même niveau que la recherche de rendement financier, de classer au niveau le plus avancé en termes de catégorie ESG, de catégorie SFDR, à savoir l'article 9. Pour autant, tous les fonds article 9 ne sont pas forcément des fonds impact, puisque l'impact, comme on l'a vu tout à l'heure, ça exige aussi un travail particulier, une gouvernance particulière autour de l'additionnalité ou de la mesurabilité, et ce que ne peuvent pas faire aujourd'hui tous les fonds article 9. Et puis alors, dernier regard sur la réglementation, MiFID et IDD, vous le pratiquez sans doute régulièrement au quotidien, c'est l'obligation qui est faite depuis cette année de questionner, d'interroger, d'échanger avec les clients sur leur intérêt autour de la durabilité. Et si un client vous dit qu'il est intéressé par la durabilité, il a 3 solutions, 3 options possibles. Les principales incidences négatives, donc là, en gros, ça veut dire essayer de limiter les risques liés à l'environnement ou à la société dans ses investissements. C'est des fonds ESG assez généralistes, assez classiques. La deuxième option, c'est celle de la taxonomie européenne. La taxonomie européenne, c'est une liste d'activités
qui nous est donné par l'Union européenne et qui sont considérés comme utiles pour atteindre les objectifs environnementaux autour du climat et de la biodiversité. Et donc, c'est la même liste d'activités pour tout le monde. Et la troisième option que les clients, qui peut être proposée aux clients, c'est celle d'investissement durable, là, qui est une notion qui est plus flexible, qui est plus à la détermination des sociétés de gestion qui veulent proposer des produits qui visent des objectifs environnementaux ou sociaux. Et donc, assez naturellement, les fonds à impact vont rentrer dans la troisième catégorie de l'investissement durable. Un client qui vous dit qu'il a une appétence pour la durabilité et qu'il souhaite faire de l'investissement durable pourrait être naturellement dirigé vers des fonds à impact. Je te remercie Benoît pour tous ces éléments. Donc pour résumer rapidement, on a une réglementation qui ne cesse d'évoluer, un vivier d'opportunités riche avec une grande diversité de solutions à impact, mais aussi un intérêt grandissant de la part des épargnants qui souhaitent justement donner de plus en plus de sens à leur épargne. Yann, côté obligataire, nous avons une très belle solution sur une thématique différenciante, diversifiante, dont on n'entend pas beaucoup parler, à savoir les green bonds, autrement dit les obligations vertes. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Alexandra. Bonjour à tous. Euh, Avant de revenir vraiment sur cette solution proposée par Swiss Asset Managers, je pense qu'il est intéressant de refaire un point sur les green bonds ou obligations vertes. Euh, Tout d'abord, c'est un outil de financement des projets pour la transition écologique. Comment? On a des émetteurs qui peuvent être des entreprises, des États, des agences supranationales qui vont venir émettre des obligations qui vont être appelées green bonds et l'argent récolté va servir à financer des projets qui peuvent être le développement des énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique ou encore des transports propres tels que les véhicules électriques. C'est un marché qui est récent. On va le voir sur la slide suivante. Les bases ont été posées en 2014 par l'ICMA lorsqu'elle a publié les Green Bond Principles qui vont donner les bases pour les bonnes pratiques en matière de Green Bond. Une couche supplémentaire a été rajoutée l'année dernière par l'Union européenne lorsqu'elle a publié ses Green Bond Standards. Donc c'est un marché jeune, mais l'encours est déjà supérieur à 1200 milliards. Donc ça représente déjà plus de 10% du marché obligataire et c'est en croissance constante puisqu'on a de plus en plus d'émetteurs qui viennent émettre sur ce marché. On a déjà plus de 450 émetteurs qui se sont présentés avec au moins une ou plusieurs green bonds, un ou plusieurs green bonds. Et on va retrouver d'un point de vue sectoriel plutôt des financières mais également des services aux collectivités. Donc, je vous rappelle, les services aux collectivités, on va retrouver les distributeurs d'énergie, d'électricité, les entreprises qui s'occupent du traitement et de la distribution des eaux. Donc, ça va être Suez, Engie, EDF, Veolia, pour ne citer que quelques-uns. Donc, c'est un compartiment qui est récent, mais qui a vocation à grossir parce qu'il a doublé en moins de 3 ans. Et les besoins en décarbonation de la part des émetteurs et pour décarboner les activités humaines, est énorme. Donc c'est un marché qui va continuer à se développer. Le souci, le problème, c'est qu'il y a un risque de greenwashing ou d'éco-blanchiment. Pourquoi? Parce que bien qu'il existe des standards, ils ne sont pas contraignants. De plus, le green bond est autodéclaratif. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'émetteur qui décide si son obligation est un green bond ou ne l'est pas. Donc, en plus, le fait d'être un green bond, il n'y a pas d'obligation pour l'émetteur à réellement allouer les fonds levés au projet qu'il a annoncé. Donc, le fait d'être un green bond n'assure à aucun moment qu'il contribue réellement à la lutte contre le changement climatique. Donc, pour pouvoir les différencier, il faut pouvoir faire appel à des experts qui vont avoir la capacité, d'un côté, d'avoir la capacité d'analyser à la fois sur la partie crédit, donc c'est sur de l'analyse financière de l'émetteur, mais également la capacité d'analyser la qualité des projets qui y sont financés et voir leur impact réel sur l'environnement. Et cette expertise, vous allez pouvoir la retrouver chez Swiss Life Asset Manager, qui dispose d'une vingtaine de gérants analystes, spécialement que sur le crédit, et également d'une dizaine de personnes qui vont être dédiées à l'ESG. Pour rappel, le groupe Swiss Life, il est exposé à près de 2,2 milliards d'euros de green bond. Donc, cette expertise, donc, comme je disais, vous allez la retrouver dans le fonds Swiss Life Green Bond Impact, où nos équipes de gestion et de d'ESG s'assurent que les fonds sont réellement dirigés vers des projets verts et qui ont un impact quantifiable sur l'environnement.
Donc, c'est un fonds qui est article 9 SFDR, donc qui présente un objectif d'investissement durable. Et il poursuit 2 grands objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources naturelles. Comment on fait en termes d'analyse des projets? Puisque c'est vraiment la spécificité de ce fonds. Comment on fait pour s'en assurer? Et en fait, il faut aller vraiment dans le détail des projets. Alors, comment ça se passe? Donc là, je vous ai fait une petite slide un petit peu théorique. Donc, c'est autodéclaratif, on va d'abord s'intéresser à récupérer la documentation de l'émission. Donc, la documentation, elle a 2 parties. Elle a une partie qui est le Green Bond Framework, où l'émetteur va dire quels sont les objectifs de développement durable des Nations Unies qu'il souhaite poursuivre et avec quel projet. Et on va aussi récupérer, lorsqu'il y en a un seconde partie opinion. C'est un document qui est fait par une entreprise tiers qui va analyser le framework. Ce document, il va surtout nous servir à faire un premier tri dans les green bonds. L'étape d'après, c'est qu'on va s'assurer que le green bond respecte les principes de l'ICMA, donc notamment en termes de description des projets, de l'utilisation des fonds et l'engagement de l'émetteur à publier un reporting. Et ça, je vais revenir après pourquoi c'est très important pour nous. Là où ça devient, je dirais, intéressant et où on a besoin d'une expertise, c'est dans vraiment l'analyse de l'allocation des fonds, projet par projet. Donc ça, c'est un mode opératoire qu'on va faire au moment de l'émission ou au moment où on souhaite analyser une obligation, mais on ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que l'émetteur nous dit ce qu'il va faire, mais comme je disais, il n'y a rien de contraignant. Donc ce que nous faisons chez Swiss Life Asset Manager, c'est que lors de la publication 1 an après l'émission du reporting, nous allons étudier ce reporting pour nous assurer que déjà l'émetteur a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire a réellement alloué sur les projets qu'il a annoncés, et également c'est vérifier les indicateurs d'impact pour vérifier que les projets ont eu un impact vraiment positif sur l'environnement. Donc on est extrêmement rigoureux sur tous ces sujets et on fait vraiment à tous ces éléments avant d'investir sur l'obligation, parce qu'on veut être certain de pouvoir investir. Et si 1 an après, on a un émetteur qui va ne pas avoir correctement alloué ses fonds ou qui ne veut pas avoir alloué la totalité des fonds, par exemple, si plus de 25% des fonds n'ont pas été alloués, on cède l'obligation parce que pour nous, il faut 2 choses. Il faut à la fois contribuer à l'environnement, mais également que ça ait un impact rapide. Donc, l'idée n'est pas que l'émetteur garde de l'argent dans ses comptes le temps que ces projets se réalisent et qu'on veut qu'il le forcer un petit peu à réaliser ces projets rapidement. Donc ça, c'est la théorie. On vous a préparé 4 petits exemples pour voir quelles sont les obligations qui peuvent, pour nous, être éligibles à notre fonds ou non. Donc, il y a 4 émetteurs différents, donc vous voyez les noms qui s'inscrivent à l'écran. Donc, Apple, je ne vais pas présenter, la Banque Postale, Telefónica, donc c'est un opérateur téléphonique espagnol, donc concurrent d'Orange, et Maersk, qui est un transporteur maritime danois, donc qui est concurrent du français CMA-CGM. Donc la première chose qu'on peut voir à l'écran, c'est que le fait d'avoir une documentation, c'est-à-dire un framework et un SPO, ou le fait d'avoir un reporting, ce n'est pas suffisant pour savoir si l'obligation est positive ou pas, a un impact positif ou pas sur l'environnement. Il faut vraiment aller dans le détail des projets. Prenons le cas d'Apple pour commencer. Donc, au-delà du fait qu'il y avait déjà un problème sur les indicateurs d'impact qui n'étaient pas forcément pertinents, lorsqu'on a analysé les projets de l'obligation, il y avait d'un côté des projets qui étaient intéressants d'un point de vue environnemental, hein. Par exemple, il y avait de la production de carbone avec un procédé qui dégageait moins de CO2 et même dégageait de l'oxygène. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et ce qu'on s'en est aperçu, c'est qu'il y avait également dans les projets l'achat de forêts au Brésil. Et pour nous, clairement, ça n'a rien à faire dans un fonds de green bond, puisqu'on n'est pas là sur un projet durable concret, on est juste là, enfin Apple avec ça, est juste là pour réduire son bilan carbone, c'est de la compensation, et donc c'est un peu pour s'acheter une bonne conscience. Donc clairement, pour nous, ça n'a rien à faire dans un fonds de green bond. Pour la Banque Postale, donc vous le voyez à l'écran, tout est vert. Ce qui était intéressant sur ce projet-là, c'est que la Banque Postale finançait, par exemple, un champ d'éoliennes près de Narbonne.
Donc ça, c'est un impact réel. Il avait aussi il a même permis le développement du fret ferroviaire, donc en lieu et place du routier, donc comme vous le savez, qui est un grand pourvoyeur de rejet de CO2. Avant de continuer sur les autres exemples, peut-être revenir. Alors, quand on finance une banque, par exemple, typiquement la Banque Postale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne finance pas la banque elle-même. La banque sert juste d'intermédiaire financier entre des entreprises, donc plus ou moins importantes, et le marché. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est pas pour la Banque Postale, mais pour des projets d'entreprises derrière. Par exemple, alors ce n'était pas sur cette obligation-là, mais sur une autre, voilà, il y avait par exemple des fermes qui souhaitaient réduire leur empreinte CO2 parce qu'elles avaient un besoin énergétique important. Donc voilà, ils ont permis le déploiement de panneaux solaires qui en plus pivotaient en fonction de la course du soleil. Revenons à nos exemples. Donc Telefonica, donc opérateur téléphonique, lorsqu'on regardait les projets, donc ces projets, c'était quoi? C'était du déploiement de fibre optique, de la modernisation de réseaux et d'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Donc c'est très bien pour les clients de Telefonica, mais d'un point de vue environnemental, ça n'a aucun impact. Donc là aussi, c'est une obligation qui, pour nous, n'a rien à faire dans notre fonds de Green Bond. Enfin, donc je vais terminer avec Maersk. Là, c'est très intéressant. Donc, en gros, le transporteur souhaitait rénover sa flotte de navires porte-conteneurs et donc se diriger vers des porte-conteneurs qui a utilisé comme carburant du méthanol vert. Donc voilà, donc ça, on a trouvé que le projet était extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental. Donc, on a souscrit à l'obligation. On est juste très vigilant que, effectivement, sur l'allocation des fonds, ça sera vraiment dirigé vers la, de- des navires utilisant du méthanol vert. Donc voilà, on est en discussion vraiment pour poursuivre ces projets-là. Donc ça, voilà, c'était des exemples. Mais maintenant, finalement, au niveau du portefeuille, quels sont les types de projets qui sont financés? Donc comme vous pouvez le voir à gauche, les 3/4 des projets vont représenter 3 groupements qui sont l'énergie renouvelable, donc principalement de l'éolien et du solaire. Le bâtiment, donc qui va être de la construction et de la rénovation de bâtiments qui vont être adaptés au changement climatique, mais également qui vont avoir un impact plus réduit en termes de dégagement de CO2. Et également le transport, donc là on va retrouver principalement du ferroviaire et de la flotte de véhicules électriques. Et comme je disais, donc il y a une contribution aux objectifs de développement durable, et là c'est un exemple d'ODD auquel contribue le portefeuille. D'un point de vue caractéristique du portefeuille, justement, les indicateurs d'impact, qu'est-ce que le portefeuille a réellement eu comme impact sur l'environnement? Pour l'an dernier, en 2023, c'est près de 23 000 tonnes de CO2, de rejet de tonnes de CO2 qui ont été évitées. Donc c'est l'équivalent du rejet de 2300 personnes en France. D'un point de vue énergie renouvelable, c'est 281 millions de kilowattheures. C'est quoi? C'est l'équivalent de 63 000 ménages. 63 000 ménages, c'est des villes comme Brest, comme Amiens ou comme Metz. Donc c'est énorme. En termes de transport, c'est 3 fois le tour de la Terre qui ont été neutres en CE2. Donc c'est vraiment un fonds qui a un impact réel sur l'environnement et qui contribue positivement à réduire l'impact humain. Autre caractéristique, on est sur un portefeuille qui est de haute qualité de crédit. Il est à 90% minimum en investment grade, donc c'est ce qu'on peut voir sur la partie de gauche avec un rating moyen à BBB+. Et en termes de caractéristiques extra-financières, on voit qu'il a une note ESG qui est bien meilleure que son univers crédit et que l'univers des green bonds avec 8,3, donc c'est extrêmement important. Et pour qu'on ait un peu mieux on puisse un peu mieux sentir cet impact, on peut le regarder au niveau de l'empreinte carbone, puisqu'on fait 2 fois mieux que l'univers crédit et que l'univers des green bonds. Alors là, ça ne vous a pas échappé sur le tableau, on voit que l'univers des green bonds a une empreinte carbone supérieure à l'univers du crédit. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait ça s'explique pour 2 raisons. La première, c'est que l'empreinte carbone, elle est faite au niveau de l'émetteur et pas au niveau de l'obligation. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment au niveau de l'empreinte carbone de l'émetteur. Et la deuxième, c'est que quels sont les émetteurs qui ont le plus besoin d'émettre des green bonds? Ce sont les émetteurs qui polluent le plus, donc ceux qui vont en avoir une empreinte carbone la plus importante. Parce qu'effectivement, si vous êtes un émetteur à
avec une empreinte carbone faible, où vous polluez peu, finalement, vous n'avez aucun intérêt à vous présenter sur les marchés avec un green bond. Vous allez devoir payer une prime par rapport à une obligation normale. Et en plus, vous avez tout un travail de documentation, de suivi des projets, ce genre de choses qui a également un coût. Donc du coup, on va retrouver dans l'univers des green bonds vraiment des émetteurs qui en ont besoin. Et c'est là où je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on va être sur un produit, donc notre fonds, qui va aider là où ça va avoir l'impact le plus important pour l'environnement. Donc ça reste un produit de taux et donc qui a une performance. Et comme vous pouvez le constater, la performance sur 2023, donc presque 7%, c'est une performance extrêmement intéressante. On a la performance sur un an qui dépasse les 9%. Depuis le début de l'année, on est à plus de 4%. Donc c'est en plus d'avoir un impact positif sur l'environnement, c'est également un fonds qui a une performance qui est sympathique. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on est sur un produit de taux et donc du coup, on a encore de la réserve de performance à attendre dans les prochains mois. Voilà, en conclusion, donc c'est le fonds Swiss Life Green Bond Impact. Il va rechercher une performance financière, quel que soit l'environnement de marché. Il n'a pas d'indice. Mais il va avoir surtout un impact positif et important sur l'environnement. Et donc, on a un fonds qui, dans la spécificité, la caractéristique, c'est vraiment que nous allons rechercher, nous allons analyser les projets qui sont financés réellement par les green bonds. On ne s'arrête pas juste au fait que ce soit un green bond, on va vraiment chercher ceux qui vont avoir l'impact le plus important et le plus significatif pour l'environnement. Et, euh, et, et le fonds voilà, offre une performance extrêmement intéressante. Et je te repasse la main, Merci Alexandre. beaucoup. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation. Donc, effectivement, vous l'aurez compris, ici, on est sur un vrai fonds de conviction, article 9, qui vous permet de diversifier une allocation en investissant dans de vrais projets durables, tout en allant chercher de la performance sur le long terme et en profitant du contexte de marché actuel, grâce aussi à la duration du portefeuille. À présent, côté action, nous avons une solution sur une thématique où nous sommes pionniers en la matière et pour laquelle nous avons une expertise qui est très approfondie. Il s'agit de la biodiversité et notamment notre fonds SLF Equity, Environnement et Biodiversity Impact. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Avec plaisir, merci Alexandra. Bonjour à tous. Alors globalement, en fait, pour aborder le sujet de biodiversité, je dirais qu'il faut partir du point de départ. Et le point de départ, c'est la définition. Souvent, en fait, on associe la biodiversité à la nature et de fait, c'est un sujet qui nous est plutôt familier. Mais quand il s'agit d'investir sur la biodiversité, ça peut paraître complexe étant donné qu'on ne peut pas mettre d'étiquette de prix sur un arbre, une rivière, un écosystème. Donc concrètement, en fait, la biodiversité, c'est la diversité sur les écosystèmes. Nous avons 3 écosystèmes principaux, terrestres, aquatico-douces et maritimes. C'est également la diversité en termes d'espèces et la diversité génétique. Mais quand on a un angle d'investissement, on va faire un focus prioritaire sur les 2 premiers niveaux, c'est-à-dire écosystème et espèces. C'est très important. Sur la slide suivante, vous voyez en fait les 5 principales causes qui participent à la perte en biodiversité. Vous connaissez tous sans doute le GIEC, donc le groupement d'experts internationaux pour le climat. Il existe la même version côté biodiversité. Ça s'appelle l'IPBES. Et donc l'IPBES a recensé ces 5 causes majeures qui participent à cette perte en biodiversité. Donc on retrouve en premier lieu le changement d'usage des terres, des mers, la surexploitation de nos écosystèmes, le changement climatique, et je vais faire un petit focus là-dessus dans quelques minutes, la pollution, les infiltrations dans les eaux, les sols, l'air, et les espèces invasives. Donc espèces invasives, typiquement les moustiques tigres par exemple, qu'on peut retrouver en masse l'été, ça rentre dans cette catégorie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le changement climatique. Souvent, en fait, on fait le lien et il y a effectivement des liens intrinsèques entre changement climatique et biodiversité. Mais pour autant, en fait, quand on s'intéresse à la biodiversité, il faut avoir une grille de lecture particulière.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions qui sont pro-climat, souvent poussées par les grands scénarios internationaux comme l'IEA ou l'IRENA, mais qui ne sont pas nécessairement pro-biodiversité. Tout à l'heure, on mentionnait par exemple les énergies renouvelables qui sont effectivement très pro-climat. Mais sont-elles toutes nécessairement pro-biodiversité? Pas nécessairement. Ça peut créer des perturbations, notamment pour les oiseaux, et etc., aussi au niveau de la pollution physique. On entend aussi souvent parler d'une solution qui est vraiment mise en avant comme la capture du carbone et le stockage du carbone. Alors, c'est une technologie vraiment très intéressante où effectivement on capture les émissions carbone et on les stocke en terre ou en haute mer. Souvent, c'est fait en haute mer. Euh, mais le problème, c'est qu'au moment du stockage de ce carbone, cela tue les écosystèmes à des centaines de kilomètres à la ronde. Donc, c'est clairement pas une solution pro-biodiversité. Tout ça pour dire que si on prend un univers d'investissement climat et un univers d'investissement biodiversité, cela sera totalement différent. On sera sur deux portefeuilles totalement différents. Sur la slide suivante, vous voyez ici un peu donc la COP 15 qui est, je pense, l'événement majeur historique sur le déploiement de la thématique biodiversité, mais également sur le déploiement de solutions biodiversité au sein des entreprises. Donc cette COP 15 biodiversité a eu lieu en décembre 2022. Et donc, nous sommes actuellement cette semaine et les prochains jours au milieu de la COP 16 biodiversité. Donc, on a un timing assez intéressant ici. Donc, globalement, je vais repartir un petit peu sur la COP 15 pour vous donner les éléments un peu essentiels. C'est la première fois au niveau historique où on a eu un alignement entre secteur privé, secteur public, plus une mobilisation financière pour aider les pays émergents, plus un push réglementaire pour mettre tous les acteurs dans la même direction. Et c'est pour ça vraiment qu'on parle d'accords historiques et d'éléments majeurs dans le déploiement de la thématique biodiversité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les cibles, puisqu'il y a beaucoup de cibles, 23 cibles au total. Peut-être juste deux pour vous donner un petit peu plus de contexte. On parle souvent de la cible 2 et 3, donc, qui sont relatives à la restauration et à la protection des écosystèmes terrestres et maritimes. Donc ça, c'est un élément très important. Cette semaine, donc comme je le disais, on est sur la COP 16 biodiversité qui va voir matérialiser justement tous ces objectifs qui ont été décidés et travaillés par les entreprises et par les États, donc qui doivent fournir un peu leur point de passage. Donc c'est un élément supplémentaire majeur dans la matérialité de cette thématique, qui est certes nouvelle, mais matérielle. Sur la slide suivante, on voit ici un peu un étendu des opportunités. Donc, selon le World Economic Forum, donc le Forum mondial international, le marché potentiel représente à peu près 10 trillions de dollars par an et à peu près 400 millions d'emplois d'ici à 2030. Donc, en fait, on est vraiment sur un marché gigantesque. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à date d'aujourd'hui, on peut investir sur la biodiversité. C'est assez matériel. Et la deuxième bonne nouvelle, ce sont les données. On entend souvent dire que la biodiversité, c'est très intéressant, mais qu'il n'y a pas de data. C'est tout le contraire. On a beaucoup, beaucoup de données scientifiques, académiques, mais ces données sont brutes. C'est-à-dire qu'il faut les retravailler. Ça veut dire qu'il faut avoir une méthodologie concrète biodiversité. En termes de data, on a, on va dire, 3 volets spécifiques de données. Le premier volet, ce sont ce qu'on appelle en fait les données d'impact et dépendance. Donc, pour vous donner un peu une illustration, ça va être une information comme quel est l'impact d'un champ de tomates de petite, moyenne ou grande superficie sur un écosystème donné, donc, par exemple l'écosystème terrestre. Et on va avoir une sorte de gradation, faible, moyenne, très forte. Donc, ça va nous donner ce genre d'informations. Le deuxième volet de données, ça va être des données relatives à tout ce qui est géospatial, puisque le climat, c'est un sujet global, mais la biodiversité, c'est global
et locale. Ce qui veut dire qu'il faut incorporer les spécificités géographiques quand on fait l'évaluation des entreprises. Et la dernière donnée, le dernier volet de données qu'on peut retrouver en la matière, c'est, je pense, quasiment la seule donnée agrégée qui existe en matière de biodiversité. Je simplifie un petit peu, mais c'est à peu près ça. Donc, ça s'appelle une donnée de MSA, Mean Species Abundance. Donc, pour résumer, pour faire simple, c'est une donnée d'intégrité de biodiversité assez classique qui permet de classifier les entreprises dans le monde sur une échelle entre 0% et 100%. 0% c'est le parking, 100% c'est la forêt en Amazonie. Et ça permet de classifier toutes les entreprises dans le monde. Alors, il y a quelques subtilités à voir avec le MSA. C'est une donnée nouvelle qui peut comporter des instabilités dans la donnée. Donc, il faut être vraiment vigilant secteur par secteur et segment d'activité par segment d'activité, mais c'est une donnée très intéressante. Donc, pour vous donner, voilà, en fait, le scope global des données biodiversité sur lesquelles il faut se reposer et construire une méthodologie dédiée biodiversité. Avant de passer sur la méthodologie, peut-être un petit point sur la typologie de fonds qui s'apparente à la biodiversité, puisque c'est un sujet qui bénéficie d'un fort momentum. On parle beaucoup de biodiversité, à juste cause, mais de nombreux fonds se marketent comme étant biodiversité, mais ne sont pas réellement biodiversité. Et donc, c'est intéressant de savoir de quoi on parle justement. La première catégorie de fonds, ce sont les fonds ressources naturelles. Donc les fonds ressources naturelles, comme vous pouvez le voir avec le petit pictogramme, c'est clairement pas de la biodiversité. En fait, il s'agit d'un repackaging des fonds énergie traditionnels, donc les fonds sectoriels, qui ont migré du sectoriel au thématique au moment de l'essor des fonds thématiques. Mais ils sont restés ce qu'ils étaient en termes de philosophie d'investissement. Donc ils investissent toujours sur Exxon, BP, Chevron, etc. La deuxième catégorie de fonds, ce sont les fonds capital naturel. L'objectif de ces fonds, c'est d'exploiter un ou plusieurs écosystèmes. Donc, ça peut être une exploitation durable ou non durable, mais c'est une exploitation d'un écosystème. Donc, typiquement, dedans, on va retrouver les fonds forêt, les fonds eau, les fonds blue economy, océan, etc. Et la dernière catégorie de fonds, ce sont les fonds pure biodiversité, dont l'objectif est la préservation et ou la restauration des écosystèmes. Donc vous voyez en fait, entre capital naturel et biodiversité, on est vraiment sur deux axes totalement différents, deux perspectives totalement différentes. Donc in fine, on sera sur deux portefeuilles totalement différents. Et nous nous situons via notre stratégie dans la catégorie biodiversité. Donc en termes de gestion, il est essentiel, je dirais, d'aborder la thématique biodiversité, biodiversité impact, avec une approche double, c'est-à-dire à la fois quantitative et fondamentale. Et ça, c'est très important, puisqu'il s'agit d'un fonds thématique impact. Donc, qui dit fonds thématique impact dit biais marqués, des biais sectoriels, géographiques, factoriels. Et donc, pour maîtriser ces biais-là et pour fournir un portefeuille robuste, stable, qui délivre de la performance, il faut gérer via une sorte de squelette quantitatif tous les risques du portefeuille, toute l'enveloppe de risques du portefeuille. En amont et en aval, on va avoir le prisme fondamental pour aller sélectionner au mieux les valeurs qui sont en ligne avec nos attentes en matière de biodiversité et qui réellement incorporent la biodiversité au sein de leur business model. À la fin, nous avons un portefeuille entre 50 et 80 valeurs. Donc, on est sur un fonds, comme je le disais, thématique impact, article 9 SFDR, hein, depuis son lancement d'ailleurs. Donc ça, c'est très important. Et la gestion est une gestion de conviction. Sur la slide suivante, c'est important aussi de voir comment on capture concrètement la thématique. Et là-dessus, pour on va dire, transposer le concept abstrait de nature ou de biodiversité en investissement concret, il faut vraiment se reposer sur deux perspectives. La première perspective, c'est de limiter l'impact négatif. Donc concrètement, en fait, c'est de limiter les 5 points de pression que j'ai mentionnés précédemment. Changement d'usage des terres et des mers, la surexploitation, changement climatique, les pollutions et les espèces invasives.
Pour ça, on peut se reposer sur un nombre de données assez extensives, scientifiques et académiques, que vous voyez ici sur la slide. La deuxième perspective, ça va être d'investir dans des solutions, dans des opportunités. Donc concrètement, on peut retrouver par exemple des activités relatives à l'économie circulaire, comme le traitement de l'eau, le traitement des déchets, le traitement des métaux, d'ailleurs, qui est un segment qui se développe à vitesse exponentielle en Australie. On peut également retrouver le segment des technologies, donc par exemple de repérage sous-marin, de cartographie, de l'agritech également. Et le dernier segment, ça va être un segment beaucoup plus niche qui commence à voir de plus en plus le jour. Ce sont les activités régénératrices. Donc, par exemple, la mise en place de couloirs de biodiversité pour régénérer la faune et la flore. Ça peut être également l'installation de panneaux solaires qui n'impactent pas les pollinisateurs. Donc, c'est très niche, j'en conviens, mais on peut investir dessus. Sur la slide suivante, vous voyez en fait les principaux biais de portefeuille. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y a des biais marqués. Donc concrètement, par exemple, au niveau sectoriel, on va retrouver essentiellement les industriels. Pourquoi? Parce que donc c'est une classification en GICS, en GICS 1, et au sein de la classification, la segmentation industrielle, on va retrouver la vraie technologie. Tout ce qui est clean tech, nature tech, se classifie au sein des industriels. Concernant la partie géographique, on a un biais sur l'Europe et particulièrement l'Europe du Nord qui est assez en pointe, je dirais, en matière de clean tech, et sur le Japon qui a, post-Fukushima, intégré assez vivement les considérations de protection maritime particulièrement. Et vous voyez en termes de répartition par market, capitalisation, en relatif d'un indice global, puisqu'on n'a pas de benchmark, comme c'est généralement le cas sur un fonds impact, c'est assez standard de ce côté-là. Néanmoins, on a un indice de référence pour vous donner un peu un ordre d'idée des différents biais. Et donc, si vous regardez par exemple les market capitalisation par rapport à un indice global de type MSCI World, vous voyez bien qu'on a un biais sur les small et mid cap. Donc ça, c'est le portefeuille qui est à fin septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réduit légèrement notre exposition sur des valeurs small cap et sur des valeurs non profitables également, compte tenu de l'environnement de marché. Sur la slide suivante, vous voyez ici une illustration concrète de valeurs qu'on peut avoir en portefeuille, qu'on a en portefeuille. Donc, je mentionnais tout à l'heure le recyclage des métaux. On a ici une entreprise emblématique en Australie qui s'appelle Sims Limited. West Fraser, donc c'est une société canadienne qui se situe dans le secteur des forêts. Alors, on n'a pas tout le segment des forêts, rassurez-vous. On n'en a que 2 dans le monde, une canadienne, une japonaise. Déjà, elles ont les meilleures certifications, mais également, elles travaillent avec les scientifiques pour mettre concrètement en place ces couloirs de biodiversité que je mentionnais précédemment. Et Kurita Water, donc c'est une société japonaise emblématique, on va dire, du secteur du traitement de l'eau au Japon. En termes de performance, vous le voyez ici, nous avons une performance plutôt intéressante depuis le début du lancement du fonds. Cette année, à fin septembre, nous sommes à plus de 10%. Bon, petite indication, là, depuis hier, on est quasiment à 14% en net, pour vous donner un peu une illustration. Pareil, en termes de gestion de risque, vous voyez, les drawdowns sont assez limités par rapport à un indice global, donc la volatilité est assez réduite également de ce côté-là. Et donc, on peut voir également sur la slide suivante les points récapitulatifs du fonds. Donc, on est sur un fonds thématique impact et article 9. Le portefeuille comprend entre 50 et 80 valeurs. C'est un portefeuille global, international. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à date d'aujourd'hui, on n'investit pas sur les marchés émergents puisqu'il n'y a pas assez de matérialité au sein de ces pays. Donc, on regarde pour pouvoir investir peut-être ultérieurement, mais pour l'instant, il n'y a pas de matérialité suffisante à ce stade. En termes d'encours, on est à fin septembre à 197 millions et j'ai la bonne nouvelle de vous informer également qu'on a dépassé les 200 millions au cours du mois d'octobre. Et voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Merci beaucoup, Merci. Emmanuel, pour cette présentation. C'est une très belle opportunité qui allie justement durabilité et rendement à terme pour des clients qui ont besoin, comme on le mentionnait en début de webinaire, de donner de plus en plus de sens à leur épargne. Et pour diversifier une allocation, c'est une solution qui complète bien notre gamme en montrant là aussi de réelles convictions. Donc, sur les caractéristiques et notamment les référencements, pour notre fonds Equity Environment et Biodiversity Impact. Vous pouvez le retrouver dans les contrats chez AXA Thema, Cardiff, Generali, chez Swiss Life, Norcia, Intentiel et Viplus. Pour notre fonds Green Bond Impact, la part retail est toute récente. Elle sera bientôt disponible dans les contrats chez Swiss Life. Et si vous avez des intérêts pour cette solution, surtout n'hésitez pas à les faire remonter par mail auprès de vos inspecteurs ou vos inspectrices en nous mettant en copie. Ça nous est d'une grande aide pour les rendre disponibles chez les différents assureurs avec qui vous travaillez. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont deux fonds à impact article 9. Notre fonds Green Bond Impact a un profil de risque SRI 2 avec une durée de placement recommandée de 3 ans minimum. Et pour le fonds dédié à la biodiversité, il a un SRI de 4 avec une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Pour conclure, mesdames et messieurs, je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. J'espère que ce webinaire vous a plu. Un grand merci Benoît, Emmanuel et Yann pour vos interventions de qualité. L'ensemble de l'équipe commerciale, donc Romain Debecco, Xavier Royer, Gabriela Ferrer, Laurent Margeran et moi-même sommes disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et n'hésitez pas à nous appeler, nous serons ravis de continuer ces discussions et de vous donner des éléments supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à bientôt.